l'expression « culture gay » convoque souvent dans nos esprits des images de gay pride ensoleillé qui fleurent bon la merguez, imaginer ce qu'était la culture gay avant la révolution sexuelle revient souvent à imaginer le désert. Il existe en effet un mythe, celui que la culture gay serait née comme par magie dans les années 70. En réalité, cette culture était déjà foisonnante, mais la peur et la méfiance qu'inspiraient les homosexuels les a obligés à masquer leur création au risque de les voir censurés. Cette manière de jouer avec les codes et les non-dits aura un impact durable sur cette culture, qui peut souvent s'exprimer de manière claire ou par sous-entendu. Version cachée ou version affirmée, inside ou out. I'm gay. Mais commençons notre récit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Au moment où la diffusion d'une culture de masse prend son essor, le monde entier est abreuvé d'images. La caractéristique principale de l'après-guerre, c'est le maintien de la pénalisation de l'homosexualité. C'est-à-dire qu'on est aussi dans une phase où il faut reconstruire la nation et donc il y a un besoin de natalité très important. L'imagerie des années 50 célèbre avant tout le modèle familial hétérosexuel à base de chiens, barbecue, femmes au foyer et pavillons de banlieue. Donc toute forme de sexualité orientée vers le plaisir sans être directement orientée vers la procréation était considérée comme dangereux. Des films de propagande comme Attention les garçons en 1961 encouragent à la méfiance envers les homosexuels, montrés comme des prédateurs pervers à la moustache trop bien taillée. What Jimmy didn't know was that Ralph was sick, a sickness that was not visible like smallpox, but no less dangerous and contagious, a sickness of the mind. You see, Ralph was a homosexual, a person who demands an intimate relationship with members of their own sex. Then during lunch, Ralph showed him some pornographic pictures. Ces interdits n'ont pas empêché les homosexuels de créer et de partager leur passion, y compris érotique. Pour contourner la censure, certains artistes ont développé des stratégies pour faire circuler discrètement leur travail. Le photographe californien Bob Mizer publiait des petits magazines intitulés Physique Pictorials, qui officiellement n'étaient pas gays, mais alors du tout. Physique Pictorial était présenté comme un guide pour photographes amateurs, ou comme une revue pour les hommes qui voulaient se muscler. Ce n'était pas officiellement une publication gay, mais pour les homosexuels, elle était lourdement connotée. Le public visé comprenait ce dont il s'agissait, mais les autres lecteurs n'y voyaient que du feu. Dans les kiosques, on la trouvait à côté des revues hétéros et légitimes, si on peut dire, mais elle était truffée de codes pour les homosexuels. These magazines are often not understood by many youngsters who take them as instruction of body development. Do you want your son enticed into the world of homosexuals? Psychiatrists believe that prolonged exposure of even the normal male adult to this type of publication, though he may not be aware of its true nature, will nevertheless pervert. Les modèles étaient habillés en gladiateurs, en cow-boys, en indiens. Ce n'était pas un choix purement esthétique du photographe, il y avait une raison plus pragmatique. Les autorités de censure étaient beaucoup plus tolérantes avec les thèmes liés à un contexte historique. Ça permettait aussi de justifier des contacts rapprochés, en mettant en scène par exemple des policiers et des voleurs. Ça permettait une proximité physique. Dans ces revues qui ne pouvaient pas dire leur nom, Bob Mizer utilisait des codes pour s'adresser aux lecteurs avertis à travers un alphabet de signes mystérieux. Ceux qui détenaient la clé du code pouvaient ainsi savoir si le modèle était passif, s'il avait un gros pénis, s'il était coincé ou disponible pour des relations tarifées. The vast majority of this material is too obscene to show. C'est dans les pages de ces magazines qu'ont été publiés pour la première fois les célèbres dessins de Tom of Finland, qui repousseront les limites de la censure et marqueront profondément la culture gay.
Voici la maison Tom of Finland. Entrez. C'est la maison où Tom a vécu. C'était sa résidence californienne. C'est à la fois un centre artistique, un lieu de mémoire, un fonds d'archives, un musée. On y habite, on y expose, et on essaie de faire la part belle à l'art érotique dans chaque pièce. Ça évolue constamment. C'est un lieu de travail et de vie. Les artistes créent sans cesse de nouvelles œuvres. C'est sympa. Aujourd'hui exposé dans les musées prestigieux comme le Whitney ou le MoCA, Tom of Finland est réputé pour avoir imaginé la figure du Leatherman, qu'on surnommera plus tard le cuir-moustache. Il a été inspiré par Marlon Brando dans L'équipée sauvage, qui est sorti vers 1952. What's the matter, Kathy? I was only trying to... Dès qu'il a vu les images de ce film, ça a fait tilt. Sorti de son imaginaire et inspiré de la figure de Marlon Brando, cette esthétique prendra vie quand de nombreux homosexuels adopteront ce look, avant que la culture grand public ne s'en empare à son tour. Ce style était omniprésent. On le retrouvait dans la mode, chez Jean-Paul Gaultier ou Tom Ford. On l'a vu chez Fassbinder. Beaucoup d'artistes ont rendu hommage à Tom of Finland. Son idéal masculin est partout. Si les relations sexuelles entre hommes ou entre femmes sont observées par les historiens depuis l'Antiquité, les droits des homosexuels, eux, ont beaucoup varié selon le pays et la période. Certains pays, comme la France, ont longtemps pénalisé la sodomie, condamnant au bûcher des couples d'hommes avant d'inventer le concept de fléau social en 1960 pour combattre l'homosexualité. En 1861, l'Allemagne instaura le paragraphe 175 qui mènera de nombreux homosexuels dans des camps de concentration affublés d'un triangle rose. Un paragraphe qui ne sera abrogé qu'en 1994. Après la guerre, presque partout dans le monde, l'homosexualité est un crime ou une menace. Mais c'est la censure qui limitera l'expression d'une culture gay, de nombreux pays ayant cherché à limiter, voire interdire la diffusion d'œuvres montrant l'homosexualité sous un jour favorable, considérant qu'il s'agit de propagande et sous prétexte de protéger les mineurs. Aux États-Unis, le Code Hays indiquait ce qu'on pouvait et ne pouvait pas montrer au cinéma, comme la nudité, la naissance d'un enfant, la prostitution et des homosexuels heureux. Le Code Hays, c'est un code de bonne conduite adopté par les studios américains, les grandes majors américaines, les 10 grands studios qui constituent Hollywood. Il y a un dispositif spécifique de censure des films, c'est-à-dire un bureau chargé de vérifier le contenu des films pour s'assurer que rien ne vient porter atteinte à la morale publique. L'homosexualité en tant que telle, ou les homosexuels, on ne pouvait pas en parler. De toute façon, même la sexualité ne pouvait pas être évoquée. On ne pouvait pas évoquer le fait que les gens allaient aux toilettes. Ça, c'est le Code Hays. Et donc, ça a obligé les réalisateurs à parler de sexualité et d'homosexualité en particulier de façon détournée, en utilisant d'autres codes, des sous-entendus. Hollywood se met ainsi à créer des films à sous-texte, à 2 niveaux de lecture, qui peuvent être compris par le public ou lui passer complètement au-dessus de la tête. Ah, j'imagine que dans les années 50 et 60, effectivement, le public non averti ou non gay pouvait ne pas comprendre. I treated you worse than anyone. Nah, it was all my fault. I had no business getting sore and cutting you up this way. Come on, let's get out of here. Hitchcock le fait avec brio, mais c'est très flagrant. C'est à peine voilé. Il faudrait être Ray Charles pour ne pas le voir. It's a lovely room, isn't it? Loveliest room you've ever seen. Everything is kept just as Mrs. De Winter liked. Dans son premier film américain, Hitchcock raconte l'histoire d'une gouvernante obsédée par Rebecca, sa patronne récemment décédée. Danny, comme l'appellent ceux qui la connaissent bien, était amoureuse de Rebecca. Ça ne fait aucun doute.
C'est génial. Feel this. Quand elle caresse la fourrure, là encore, c'est un sacré sous-entendu. Et voilà, on passe aux culottes. I keep her underwear on this side. They were made specially for her by the nuns in the convent of St. Clair. C'est la meilleure scène. Elle caresse les culottes. Je préfère les œuvres plus frontalement lesbiennes aujourd'hui. Mais artistiquement parlant, j'adore un bon sous-entendu. Regretter la censure, c'est atroce. Et justement, ailleurs que dans la culture, même dans la vie des homosexuels, ils peuvent regretter le temps où il fallait se cacher. Voilà, on peut regretter le temps où il fallait se cacher, parce qu'il y a du plaisir dans le fait de se cacher, mais il faut pas, surtout pas. Parce qu'évidemment que je trouve merveilleuse cette image créée par Hitchcock, parce qu'il n'avait pas le droit d'en montrer une autre. Mais je veux croire qu'on peut être inventif sans avoir... sans interdit, quoi, parce que sinon c'est très triste. Moi, une des façons que j'aimais bien, c'était les péplums, en fait. I thank you, but I must go. I am needed somewhere else. Parce que les péplums, on était dans une civilisation romaine décadente, puisque de toute façon Rome allait être engloutie, donc on pouvait montrer d'une certaine façon le vice, même si c'était pas évident. Tout le monde connaît cette scène mythique dans Ben-Hur où voilà, Charlton Heston et Stephen Boyd se retrouvent, ils ont passé leur adolescence ensemble et voilà, on voit très très clairement que il y a pas eu juste, ils sont pas juste joués à la balle ou je sais pas quoi, au javelot ensemble. Valerius Gratus. He's arriving in a few days with 2 more legions. Ben-Hur est tellement gay. Il n'y a pas plus gay. And the rumors are true. C'est le meilleur ami de Ben-Hur. Et il lui dit qu'il lui a manqué. Mais Salah est amoureux de lui, c'est clair. On le regardait tous les ans à Pâques, et c'est une scène que j'attendais avec impatience. Ces deux mecs qui s'enlaçaient, c'était super excitant. Et puis, Gore Vidal. L'écrivain Gore Vidal travaillait au scénario du film. Il se demandait pour quelle raison Messala pouvait en vouloir autant à Ben-Hur. Il a eu cette idée. Ils ont été amants plus jeunes, mais Ben-Hur, lui, est passé à autre chose. Gore en a touché un mot au réalisateur, William Wyler, qui a dit « Ok, vas-y, essaie, mais surtout ne dis rien à Charlton Heston. » We must believe in one another. Will you drink to that? With all my heart. Alors évidemment, c'est absolument très séduisant comme thèse. Et en même temps, on sait aussi que Gore Vidal était quand même extrêmement mythomane, adorait se mettre en scène et se mettre en avant. Et le fait est qu'il n'a jamais été vraiment crédité au générique du film en tant que scénariste et que sa participation au film est plus que sujette à controverse. Alors, je ne remets pas en cause du tout que ce sous-texte puisse exister. Mais en même temps, quand on ne le cherche pas, on ne le voit pas, mais quand on le cherche, on le trouve. Et c'est ça qui est assez séduisant, finalement. Il y a ce jeu-là aussi avec les films, qui est de leur faire dire ce qu'on a envie qu'ils nous disent. Quand on est ado, en tout cas les gens de ma génération, tellement avides et tellement en manque de signes, qu'on en voyait partout, quoi. Donc je pense qu'on pouvait tout de suite capter dès qu'il y avait un truc un peu ambigu. Et je pense qu'il y a des films qu'on a vus avec des ambiguïtés, des amitiés très fortes comme ça. Alors après, il y a des nanas qui sont dans l'inconscient total, qui sont refoulées pendant des années et qui comprennent pas pourquoi elles adorent Thelma et Louise. Mais bon, à un moment, quand même, normalement, tu vois... Je me souviens d'un film, Ne mangez pas les marguerites, que j'adorais quand j'étais gamine. Je l'ai revu adulte et je me suis demandé ce qui m'avait plu. Je me disais, mais ce film est naze. Et puis à un quart du film, il y a une femme qui arrive. Elle porte un costume d'homme, des gants d'équitation et personne n'est choqué. Elle est médecin, avec sa sacoche, c'est un personnage à part entière. Et c'est clairement une Gwyn. Là, je me suis dit, ah, c'est pour ça que j'aimais ce film. We just wanted to say hello and bring you these. And to put the bite on Mr. McKay. Excuse me, are you a lady or a man? George. I'm a veterinarian, Sonny. It's somewhere in between. It's very interesting. Loin de disparaître avec le Code Hays, la culture des sous-textes homo a continué à imprégner le cinéma. De Freddy les griffes de la nuit à James Bond, les réalisateurs invitent encore à lire entre les lignes de leur scénario. Mais la métaphore gay n'a peut-être jamais été aussi réussie que dans X-Men 2 de Bryan Singer, sorti en 2003.
La célèbre franchise a toujours joué avec les sous-textes gays à travers l'histoire d'une minorité victime de discrimination à cause de sa différence. Since the discovery of their existence, mutants have been regarded with fear. La métaphore gay est très nette. Elle permet au réalisateur d'imaginer comment se passerait le coming out d'un mutant qui doit annoncer à sa famille qu'il est né différent, avec des super pouvoirs. You have to understand, we thought Bobby was going to a school for the gifted. Bobby is gifted. We know that. We just didn't realize We still love you, Bobby. Have you tried not being a mutant? Même pour ceux qui n'ont pas connu ce genre de situation, cette scène décrit clairement ce que ça fait d'avoir quelque chose d'inné à faire accepter à sa famille et de se sentir étrangement coupable alors qu'on n'a rien fait de mal. C'est une analogie poignante que le film met en scène de façon détournée. Nous allons passer maintenant à quelque chose, vous allez voir, de tout à fait différent. Même dans le Hollywood des années 50, des personnages clairement homosexuels ont pu émerger. Ce qui est intéressant avec le code A, c'est que ce n'est pas un code figé. C'est un code qui va s'adapter aux évolutions de la société et qui va poser des interdits régulièrement déplacés. Et donc les représentations vont être obligées, elles aussi, d'évoluer. Et on va se retrouver face à des personnages d'homosexuels très très noirs, très dangereux, très inquiétants pour le public. Donc, même si leur homosexualité n'est pas dite, tout ce qui les caractérise dit qu'ils sont très différents et très inquiétants, menace pour la famille et pour la société américaine. De Peter Lorre dans Le Faucon maltais au couple assassin dans L'Accorde, les personnages homosexuels des films noirs sont de dangereux pervers dont il faut à tout prix se méfier. C'est aussi la période du macartisme, c'est-à-dire la période où l'État américain se pose en opposition à l'URSS, l'État soviétique, et donc on poursuit de façon spécifique les communistes, mais aussi les homosexuels, qui sont considérés comme des agents sexuels qui joueraient contre les intérêts de l'État. C'est-à-dire que par l'attirance érotique qui n'a en quelque sorte pas de frontières, les homosexuels, dans l'État américain, constituaient des ennemis qu'il s'agissait d'identifier et de contenir. Puisque l'homosexuel est décrit comme une bête immonde, il s'agira bien sûr pour le preux chevalier de lui faire connaître un sort tragique. Il faut que le personnage gay, oui, il faut qu'il lui arrive un truc pas terrible. Il faut qu'il meure, il faut qu'il se passe un truc. Si vraiment c'est assez explicite, il faut un moment ou un autre qu'il y ait une punition. Ça, c'est typiquement le code A, c'est-à-dire, OK, on veut bien aller jusqu'à montrer des choses vicieuses, etc., mais il faut quand même toujours qu'il y ait la morale derrière pour accepter ça. Si vous êtes un personnage homo dans un film, vous êtes probablement fou et un tueur en série. C'est vraiment l'image des scénaristes qui disent on va mettre une méchante, ah tiens on va la faire Gwyn, comme ça sera un peu sulfureux. Donc toi quand t'es ado, tu reçois ça, tu te dis ah bon mais en fait, il y a un inconscient en fait qui associe homosexualité et mal-être. La lesbienne elle est toujours un peu border quoi. Donc C'est avec la figure du vampire que le cinéma exploite le thème de l'homosexualité féminine, le film de vampire lesbienne devenant avec les années un sous-genre à part entière. Ce sont des femmes assoiffées de sang, lesbiennes, charnelles. Elles incarnent un genre à part, les films de vampires lesbiennes. C'est drôle parce qu'ils sont faits par des hommes pour des hommes, mais les lesbiennes adorent. Il y a des jolies filles des années 60 ou 70 qui se sucent le sang, qui font des orgies, qui sont endiablées. C'est génial. L'attrait érotique de la vampire lesbienne atteindra son apogée en 1983 avec Les Prédateurs, un film de Tony Scott devenu culte. The timeless beauty of Catherine Deneuve. The cruel elegance of David Bowie. The open sensuality of Susan Sarandon. D'avoir réuni ces trois icônes, c'était magnifique parce qu'on a d'un côté Ziggy Stardust, l'homme qui a été le plus femme, qui a imposé un personnage androgyne totalement. On a de l'autre côté Susan Sarandon qui quand même vient de Rocky Horror Picture Show et Catherine Deneuve qui est au summum de sa beauté, de sa gloire et de son caractère iconique. Je suis trop ému pour parler. You're frightened. You're damn right I'm frightened.
It's natural. You don't know what's happening to you, but there's nothing to be frightened of. As long as you put your faith in me, give me time, trust me, trust you. Des vampires, avant Twilight, un film très étrange. Enfin, il a son kitsch, quoi. Il y a cette scène d'amour entre Catherine Deneuve et Suzanne Sarandon, très hamiltonienne dans les voilages, à la faveur de la chute d'une goutte de vin. Oh non. Pendant longtemps, quand on pensait aux scènes de sexe lesbienne, sans savoir pourquoi, on visualisait toujours des rideaux vaporeux, des grands lits, des fondus, des femmes qui s'effleuraient délicatement. Les prédateurs. Si les lesbiennes y sont de dangereuses prédatrices, le cinéma s'est longtemps servi des homosexuels masculins comme personnages inoffensifs pour les femmes. Ce sont les folles, les sissies, qui jouent des rôles de coiffeurs et d'habilleurs, et dont le comportement efféminé outrancier permet de comprendre qu'ils ont beau avoir accès à la chambre des femmes, ils ne chercheront pas pour autant à les séduire. Are you noticing how it drapes? How it clings? May I speak frankly? Yes? This cape is deliberately revealing. Cross again. Tous les stéréotypes sur les gays maniérés se retrouvent à l'écran. Le côté efféminé, la main en l'air. Il a forcément un foulard. Le zozotement. Un grand chapeau. La compassion. Le petit gabarit. Plutôt mince. Beaucoup d'exubérance. Avec des bijoux, on fixait toute notre attention sur lui. Et on était scotchés. De toute façon, on n'avait pas le choix. La culture mainstream, qui s'adresse au grand public, ne montre pas souvent d'homosexuels. Et quand elle le fait, c'est sous les traits d'une folle. Les homosexuels de l'époque ont donc eu l'impression d'être caricaturés. D'abord, pour commencer, on se tient droit. Inspirée de L'escalier de Stanley Donen, la pièce de théâtre La Cage aux folles, ainsi que son adaptation cinématographique en 1978, connaîtront un succès populaire phénoménal, tout en étant l'objet de violentes protestations de la part des gays et lesbiennes français. Il y a aussi dans La Cage aux folles une part d'ironie, de bienveillance, que l'on voit aujourd'hui différemment, précisément parce que le degré de stigmatisation de l'homosexualité n'est plus le même. Ton doigt. Enfin, qu'est-ce qu'il fabrique en l'air, ton doigt? Regarde un peu ton doigt. Ben oui, alors, il se redresse tout seul. Ah ouais? Dans La Cage aux folles, le dénouement est essentiel, on va dire. C'est les folles qui ont raison à la fin. C'est les folles qui ont rendu leur enfant heureux et qui sont contents que tout le monde évolue dans une famille où tout le monde est heureux et c'est super. Et voilà, je considère que La Cage aux folles est une représentation positive de la folle. Parce que la folle gagne à la fin. Nous reprenons à la biscotte, hein, et au beurre, d'accord? Oui. Viril, hein? N'aie pas peur d'appuyer, oui, c'est ça, c'est bien. Aujourd'hui, un film comme La Cage aux folles apparaît clairement comme un hommage aux folles, aux homosexuels très visibles, qui affrontent courageusement l'homophobie au quotidien. L'image de la folle, pour moi, c'est le plus courageux, c'est le plus fort. Arriver à assumer ce truc-là, cette identité-là qui est complètement poussée à l'extrême. Nous allons passer maintenant à quelque chose, vous allez voir, de tout à fait différent. Dans les années 50, la prudence est également de mise pour les écrivains qui parlent d'homosexualité. Les livres de Jean Genet, par exemple, sont d'abord vendus clandestinement. Ça, c'est le livre de Jean Genet. Rosa von Braunheim, écrivain et réalisateur allemand, se souvient que c'est d'abord grâce à Jean Genet qu'il a pu être exposé à des représentations d'homosexuels. Jean Genet était très courageux. Il a parlé très ouvertement de son homosexualité. Il a écrit sur ce sujet. Et ça, à une époque où c'était interdit. Pendant longtemps, en Allemagne, on ne pouvait acheter ses livres que sous le manteau. Pour moi, c'est un révolutionnaire. Si certaines de ses œuvres réussiront à être distribuées, c'est aussi parce qu'elles parlent de personnages criminels ou prostitués, l'homosexualité passant ainsi simplement pour un vice de plus aux yeux des censeurs. Quand j'étais adolescent, c'était pour moi des expériences clés, cette littérature qui était encore interdite. Ce livre a été très important pour moi, avant même que je comprenne que j'étais moi-même homosexuel. Mais c'est aussi la critique littéraire qui empêche souvent les auteurs d'écrire sur l'homosexualité.
Le récit de Christopher Isherwood sur le Berlin Interlope d'avant-guerre ne séduit pas et ne gagnera l'estime de la critique qu'après son adaptation au cinéma, 30 ans plus tard. En 1948, les jeunes auteurs Truman Capote et Gore Vidal publient pourtant des romans positifs sur des personnages homosexuels. Ces livres se sont bien vendus, mais les critiques les ont vraiment démolis. Ils détestaient cet univers et ne voulaient pas en entendre parler. Alors la réaction ne s'est pas fait attendre. Les auteurs se sont mis à parler en code. L'homosexualité était tue, mais évoquée à mots couverts. Certains auteurs de l'époque ont compris qu'il leur faudrait pratiquer la discrétion dans les thèmes qu'ils exposent afin d'accéder à de vrais succès littéraires. L'un des plus célèbres, c'est Petit déjeuner chez Tiffany de Truman Capote, dans lequel le narrateur est un écrivain. On ne connaît pas ses préférences sexuelles, mais visiblement, il n'est pas intéressé par l'héroïne, Holly Golightly. Capote n'a pas besoin de mentir. Le simple fait que son personnage ne cherche jamais à séduire une femme libre indique au lecteur qu'il est homosexuel. En revanche, le non-dit ne suffira pas quand le best-seller sera adapté à l'écran. Won't you join me? Yes, join Audrey Hepburn as you've never seen her before, kicking over the traces and bringing to life Truman Capote's Breakfast at Tiffany's. Dans le film Diamant sur canapé, ils en ont fait une histoire d'amour. Dans le livre, ils sont amis. Mais là, c'est George Peppard qui incarne le rôle du narrateur. Un acteur hétéro très viril et un peu fade. Et ça devient une histoire d'amour hétéro. Audrey Hepburn and George Peppard, searching for love in the big town. L'histoire du titre est amusante. Ce n'est pas Truman Capote qui l'a trouvé, mais un de ses amis, Lincoln Kirstein. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était très courant pour les homosexuels new-yorkais de draguer des soldats et des marins. Et ce Lincoln Kirstein racontait qu'il avait rencontré un marin un soir. Il avait passé la nuit avec et il lui avait promis de l'emmener prendre le petit déjeuner où il voulait. Et le seul endroit que connaissait le marin, c'était Tiffany. Il croyait que c'était un restaurant et pas une bijouterie de luxe. Ça a donné petit déjeuner chez Tiffany. Qui eût cru que derrière un titre aussi célèbre se cachait une anecdote de drague homosexuelle? Il y a eu une situation intéressante au théâtre à New York dans les années 60, avec l'émergence de plusieurs dramaturges gays qui n'abordaient pas directement le sujet, notamment bien sûr Tennessee Williams. Ou Edward Albee, l'auteur de Qui a peur de Virginia Woolf, qui met en scène deux couples hétéros. Quand la pièce est sortie, tout le monde s'est dit « Waouh, c'est génial, ça parle de nous, des couples hétéros mariés qui se disputent mais qui s'aiment quand même ». Mais quelques mois plus tard, le bruit a couru qu'Albee était gay. Et les critiques ont descendu la pièce en flèche. Pour eux, elle ne parlait pas de couple hétéro, mais d'homo. Les critiques étaient très remontées. Pendant près de 2 ans, leur discours c'était « Tous nos auteurs de théâtre sont gays, ils font semblant de mettre en scène des hétéros, mais en fait, ce sont des homos. » À force de manier les sous-entendus, les auteurs gays ont rendu le public et les critiques suspicieux. L'usage de métaphores et de non-dits rendent certaines œuvres difficiles à comprendre, voire parfaitement incompréhensibles, une fois qu'elles sont adaptées à l'écran. I feel all the time like a cat on a hot tin roof. Then jump off the roof, Maggie, jump off it. Paul Newman vividly plays the emotionally tormented football hero. But how in hell on earth do you imagine you're going to have a child by a man who cannot stand you? Pourquoi le personnage que joue Paul Newman dans La chatte sous un toit brûlant a ce tel traumatisme? Dans le film, c'est totalement incompréhensible dans la pièce. C'est parce que son meilleur ami homosexuel s'est suicidé. An intimate, revealing story of the conflict within people. Maggie! Maggie, the cat is alive! I'm alive! Longtemps perçue comme une anomalie, une perversion ou au mieux une maladie, l'homosexualité est pour la première fois expliquée au grand public de manière rationnelle par le rapport Kinsey. Publié par le docteur Alfred Kinsey en 1948 et 1953, ces rapports sur la sexualité humaine portent un regard non religieux et sans ambiguïté sur les pratiques sexuelles des Américains. Ils abordent de nombreux sujets tabous comme la masturbation et les rapports sexuels hors mariage.
Parmi les trouvailles du docteur, 10% de la population serait homosexuelle. Pour lui, chaque humain se situe quelque part sur une échelle allant de 0 à 6, 0 étant exclusivement hétérosexuel et 6 étant complètement homosexuel, avec tous les degrés entre ces deux points. Cette vision de l'homosexualité est aujourd'hui datée et le chiffre de 10% a priori très surestimé, mais elle avait le mérite de placer les homosexuels et les hétérosexuels sur un même niveau de valeur. Une révolution à une époque où la médecine traitait les homosexuels avec des chocs électriques. Contrairement à la croyance populaire, les bars gays ne sont pas une invention récente. Les historiens ont révélé l'existence de bars fréquentés majoritairement par des homosexuels au XVIIIe siècle, du Japon à New York. Les homosexuels des grandes villes dans les années 50 se retrouvaient dans ces lieux interlopes, souvent illégaux, et qui savaient user d'une certaine discrétion. Il existait quelques bars gays, par exemple à Berlin ou à Francfort, où j'habitais. Mais c'était toujours très clandestin. Il fallait sonner à la porte, on avait toujours peur d'être agressé. Dans ces bars illégaux, donc secrets, les homosexuels pouvaient se rencontrer et s'amuser avec plus de liberté. Le spectacle y était souvent assuré par des travestis, des artistes de la scène qu'on appelle aujourd'hui drag queens. Donne-moi la chose. Dans la tête des gens qui t'imposent la norme, on t'autorise d'être différent la nuit. Je suis prête pour mon gros plan. Quand j'étais jeune, dans les années 60, 70 et 80, c'était très libérateur pour les hommes gays, dans un bar gay, de voir des drag queens. Parce que ce n'étaient pas seulement des gens à l'aise avec leur homosexualité, ils s'habillaient carrément en femmes. Et ils pouvaient même caresser leur vagin imaginaire ou se pincer les tétons. C'était libérateur parce que c'était outrancier. C'est quand même un espace où, à un moment donné, on peut s'exprimer un peu plus. C'est-à-dire que la journée, dans la rue, tu sors pas habillé en drag queen. La nuit, en boîte de nuit, tu peux te permettre toutes les folies que tu as envie, quoi. Donc, c'est des espaces, oui, où, à un moment donné, peut-être que la culture gay a pu émerger et a pu se développer, quoi. Issue des bars interdits, cette culture drag queen n'a pourtant pas disparu avec l'évolution des droits et n'a cessé de se développer. Il y a une dimension parodique dans le phénomène drag queen. Le type de féminité chez les drag queens qui est exprimé est déjà un type de féminité qui est d'emblée caricaturale. L'idée, c'est d'avoir un personnage qui se présente, qui parle et qui bouge comme une femme. Aujourd'hui encore, les drag queens assurent le show dans les bars gays, incarnant des personnages féminins hauts en couleur qui chantent en playback contre quelques billets glissés dans un soutien-gorge rembourré à la chaussette. Les drag queens, c'est vieux comme le monde. L'origine même du terme vient de l'époque de Shakespeare. C'est une forme artistique très ancienne qui continue d'évoluer. Mais on est toujours là et on divertit les gens. Ce sera toujours le cas. Je suis drag queen les vendredis, samedis et dimanches, 3 à 5 fois par semaine, selon les réservations. Mais j'ai un travail à côté. Je fais de l'étude de marché. Je suis directeur. En garçon. Il ne s'agit pas de chercher à copier à ce que serait un original, mais au contraire montrer qu'on est tous en train de jouer, de performer des identités de genre qui sont parodiques. Merci, merci. Ce qui me plaît, c'est de pouvoir me transformer en un personnage loin de mon train-train quotidien, en une drag queen exubérante, avec qui les gens ont envie d'être et de faire la fête. C'est génial. They're ready for stardom. They're ready for fame. They're ready for their close-up. Le grand public a découvert cette culture dans les années 90 grâce à des films comme Priscilla folle du désert. Come on, girls. Let's go shopping.
Je n'étais pas très fan de Priscilla. Elles partent faire un spectacle dans une grande caravane en plein désert. L'une d'elles s'habille en drague et grimpe sur le toit. Aucune drag queen ne ferait ça devant 0 spectateur. C'est complètement débile. Les drag queens ont toujours été appréciées dans les bars gays, avant leur explosion dans les années 90 et après. Et je crois qu'aujourd'hui, elles ont droit à un regain de popularité grâce à l'émission RuPaul's Drag Race. RuPaul's Drag Race est un concours de télé-réalité où des drag queens s'affrontent pour voir qui est la meilleure, en gros. The time has come for you to lip sync for your life. La compétition est féroce. Les drag queens doivent savoir se maquiller, se coiffer, créer des faux seins et faux fessiers, danser, chanter, coudre leurs propres robes et surtout faire rire. Les candidats sont prêts à tout. L'un d'entre eux s'est même brûlé en se collant les robes à même la peau grâce à un pistolet à colle. RuPaul est la drag queen la plus célèbre. Elle est présentatrice et juge de la compétition. Originaire de San Diego, RuPaul fut la première drag queen superstar. Son look d'Amazone blonde et glamour en fit une sensation pop grâce à son tube Supermodel. Je me demandais comment je vais me procurer ce CD? Comment aller acheter cette chanson et la rapporter chez moi? J'ai menti à mes parents. Enfin, pas vraiment. En voyant le single, ma mère m'a demandé « C'est qui celle-là ?» Et je me suis dit « Dieu merci, elle a rien compris. » C'est une drag queen qui veut être sublime. Alors qu'avant, dans certains lame shows ou dans Tootsie, les hommes sont obligés de s'habiller en fille pour trouver un boulot de comédien ou pour échapper à l'armée. Leur motivation n'a jamais été de donner une image de femme séduisante. Et c'est pour ça que RuPaul a vraiment représenté un tournant. RuPaul est la drag queen la plus célèbre aux États-Unis. Maintenant, c'est une star de la télé et une sorte de gourou, de Dalai Lama pour les gays. Les jeunes n'étaient plus très intéressés par les drag queens, mais RuPaul les a remises au goût du jour et leur a même fait gagner des fans en dehors de la communauté gay. Beaucoup d'homos suivent le concours. J'en connais peu qui ne regardent pas. Mais il y a aussi beaucoup d'hétéros. J'ai un ami qui m'a avoué discrètement « J'adore l'émission de RuPaul. » I'm a legendary makeup abuser. I'm the best. You guys look amazing. I love the lingerie, the stockings. Your shoes are killer. Oh, they're Versace. And that pratfall, I'm using that trick. That was some Vegas shit. You get a real sense of the On voit vraiment le travail de métamorphose, mais aussi l'humanité qui fait partie intégrante des drag queens. En gros, leur boulot, c'est de se moquer des êtres humains, ou en tout cas de grossir le trait. Les drag queens sont aussi des humoristes et leur humour très spécifique a été théorisé par Susan Sontag en 1964 en lui donnant l'appellation camp. Le camp ou camp désigne une forme d'ironie. C'est un point de vue. C'est trouver que certains trucs sont tellement horribles qu'ils en deviennent beaux. Ou tellement exagérés et ridicules que c'est presque de l'art. C'est pour cette raison que certains films, tellement kitsch qu'ils frôlent le ridicule, sont devenus cultes pour les homosexuels. Des classiques du camp, un genre à part entière. Showgirls. Lorsque vous êtes exclu, lorsque vous êtes stigmatisé à un moment de votre existence, vous devez développer des outils qui vont permettre de vous adapter à la situation sociale. C'est-à-dire de prendre une certaine distance et de vous en amuser. Donc le camp, c'est déjà une forme d'humour sur soi. Le camp insiste sur l'idée que tout est mis en scène. Tout est factice. Plus le mensonge est gros, plus c'est vrai. C'est la question du masque. Je me souviens de l'époque où je sortais de chez mes parents pour aller chez mes amis gays. J'enlevais mon masque d'hétéro pour mettre celui d'homo. Et quand je rentrais à la maison,
je faisais l'inverse. Je crois que l'humour gay vient surtout de là. En 1950, le masque était de rigueur et aucune célébrité n'était ouvertement homosexuelle. Les homos d'après-guerre ne trouvent donc pas d'idole qui leur ressemble. C'est peut-être pour cette raison qu'ils vénèrent des figures dans lesquelles ils se reconnaissent, les icônes gays. À l'époque, Bette Davis et Joan Crawford sont vénérés par les homosexuels. Et certains de leurs films font partie intégrante de la culture gay par leur seule présence. Attention, la définition de l'icône gay est fluctuante et sujette à controverse, et ne peuvent entrer au panthéon des homosexuels qu'une catégorie bien particulière de stars. On retrouve pourtant des icônes gays dans le monde entier, de Dalida en France à Férouz au Liban, en passant par Marianne Rosenberg en Allemagne. L'icône gay, c'est une actrice, une chanteuse, auquel un homme homosexuel va s'identifier. Et puis une icône, pourquoi ces icônes sont pour l'essentiel des femmes ? C'est aussi des figures qui sont souvent des figures qui ont souffert, qui ont connu les difficultés, que les gays peuvent reconnaître comme étant similaires aux leurs. Il y a à la fois une projection et en même temps une espèce de dialogue qui se met en place. Ça, j'attendais cette question sur l'icône gay. Alors pour moi, il n'y a pas une icône gay. Alors, si je voulais résumer, pour moi, c'est quelqu'un, il faut quand même que ce soit quelqu'un de très célèbre, plutôt une femme, qui dans sa vie a fait quelque chose d'autre que ce pourquoi on la connaît. Moi, si je devais n'en choisir qu'une, ce serait évidemment Elizabeth Taylor. Elle a été sans doute la plus grande star de la machine hollywoodienne, de l'industrie du film. Et on a vu que c'est quelqu'un qui a fait autre chose et quelque chose de vraiment très très important, puisque ça a été la première à se mobiliser contre le sida et à récolter des millions de dollars et à en parler et à interpeller les présidents, etc. So many people were frightened and doing so little about it and saying so little. The silence was thunderous and it made me very angry. And I thought, well, by not speaking out, I'm just joining in. And for once in my life, I decided to use my fame, and that was to get people to listen about it. It's always said that gays On dit toujours que les homos adorent les chanteuses noires. Je pense qu'il y a une tristesse dans ces voix qui vient peut-être du negro spiritual. Elles expriment une aspiration profonde, que la situation n'est pas juste, mais qu'elle pourrait le devenir. C'est à la fois triste et plein d'espoir. Une icône gay, c'est quelqu'un qui... Là, je vais être un peu sérieux, mais c'est quelqu'un qui t'aide à vivre aussi. C'est aussi quelqu'un qui fait un doigt d'honneur au qu'en dira-t-on. Une femme qui s'est cassé le cul pour devenir quelqu'un, dont la réussite est complètement improbable, qui fait quelque chose de différent et qui en est fier. Et puis tout simplement, quelqu'un qui ose se démarquer et changer complètement la donne. Je trouve ça admirable. Une icône gay, c'est quelqu'un qui a dû constamment se réinventer. Les homos adorent. Madonna, elle a pris en compte le fait qu'elle était un élément de la culture gay pour se réinventer sans cesse. C'est l'œuf ou la poule, Madonna. C'est-à-dire que est-ce que c'est parce qu'elle a été sans cesse dans la mise en scène de soi et dans les déguisements et dans justement ces alternances entre virilité et grande féminité, entre diva et cow-boy, elle a joué sans cesse avec les codes de la culture gay, mais est-ce qu'elle vient de là ou est-ce qu'elle a fini par y arriver? Enfin, c'est une matrice comme ça. Avant, les hymnes gays étaient choisis par les gays. Personne ne nous disait « Voilà, ce sera votre hymne gay ». Contrairement à Born This Way de Lady Gaga, qui a été clairement créé pour ce public. D'un côté, c'est positif. C'est sympa parce qu'elle parle au monde entier, pas seulement aux homos, en disant « Moi, je l'accepte ». It has become clear to me that my greater mission
is to be part of the joyous mobilization of the LGBT community worldwide. Mais d'un autre côté, ça paraît un peu condescendant, disons réducteur, de proclamer, enfin, d'affirmer aussi ouvertement « Je veux séduire les masses gays ». The gay masses, basically. We love Gaga! We love Gaga! We show how we love Lady Gaga, even though many people look like to us they're like freak, but we love her. That's why we dress like her. Para mí tengo problemas, por ejemplo, me pongo su música y es que es como una terapia, es todo para mí. Du coup, ça paraît un peu factice. Parce que c'est pas compliqué. Quand le public commence à s'éloigner d'une star, les fans gays, eux, restent fidèles. Quand on est aimé par les gays, on est aimé toute sa vie. Il n'y a que les icônes gays qui sont aimés toute leur vie. Si Madonna possède son lot de fans lesbiennes, les icônes des femmes homosexuelles ont plutôt tendance à être des actrices ayant joué des rôles de femmes fortes et androgynes, comme Katharine Hepburn, Marlène Dietrich ou Sigourney Weaver. Oh, Sigourney Weaver! Je suis étonnée qu'elle n'ait pas porté plainte contre moi. Pendant mes 10-12 premières années de stand-up, je la draguais ouvertement. Ça a commencé avec Alien. C'était obligé qu'on l'aime. J'étais dégoûtée dans Alien 3 quand Ripley couche avec un mec. En fait, j'étais dégoûtée qu'elle couche tout court. Ce que j'adorais chez elle, c'était son côté « c'est moi qui commande ». C'est le film le plus subrepticement féministe jamais écrit, parce que ce personnage était censé être un homme. Mais ils lui ont donné le rôle sans changer une seule réplique. Elle est plus que sexy. J'adore les filles qu'on peut escalader. La thèse de Sigourney Weaver comme icône lesbienne absolue est bien évidemment attestée par le nombre impressionnant de chats de lesbiennes baptisées Ripley. L'histoire se souvient pourtant d'une icône gay en particulier, Judy Garland. Elle est mythique parce qu'elle était tellement l'incarnation de quelqu'un qui avait été écrasé. Le fait qu'elle a tellement morflé, même enfant star, qu'elle était bourrée de cachetons et qui malgré tout était toujours happy face. Je disais récemment que en Grande-Bretagne, il ne fallait pas écouter Judy Garland les fenêtres ouvertes dans un immeuble, parce que tout le monde, à ce moment-là, savait que vous étiez gay. Bon, c'était quelqu'un qui, évidemment, a représenté quelque chose d'énorme pour les gays de son époque. Est-ce que c'est une légende que sa mort a provoqué ou précipité les événements de Stonewall? Peut-être. Le Stonewall Inn, ce petit bar miteux, c'est l'endroit où a eu lieu l'événement déterminant qui a complètement changé la donne pour les gays et les lesbiennes du monde entier. Stonewall fait référence à des émeutes urbaines à New York en 1969 qui sont parties d'un bar qui s'appelle le Stonewall, qui était un bar où se retrouvaient des homosexuels, des transsexuels, des personnes transgenres, travestis, etc. et qui subissaient, comme la plupart de ces bars à New York, une répression policière importante. Le 28 juin 1969, comme chaque mois, une patrouille de police fait une descente au Stonewall Inn, un bar homosexuel illégal. Vers 22h30, j'arrivais sur Christopher Street et j'ai vu un véhicule de police ici. Les portes se sont ouvertes et j'ai vu un policier qui avait menotté une femme assez imposante. Il l'a fait entrer dans la voiture et elle était très costaud. Il a fermé la portière et il est retourné à l'intérieur. Des gens ont commencé à se masser autour du véhicule, environ une vingtaine de personnes. Et la femme a commencé à se balancer de tout son poids. Une des portières s'est ouverte et ça a surpris tout le monde. Et la foule a crié de joie. Le flic est ressorti. En voyant la scène et la foule, il a pris peur. Il est retourné à l'intérieur et c'est là qu'il a appelé des renforts. Face à la colère des homosexuels trans et travestis du bar, bientôt rejoints par les nombreux jeunes homos désœuvrés qui occupent le petit jardin mitoyen, la police est vite dépassée. Les émeutes durent 3 jours.
Il y avait des lesbiennes de type butch en tenue SM. Et des grandes drag queens qui frappaient les flics avec leurs talons. C'était dément. Dans l'histoire homosexuelle, c'est ça qui va marquer le début, on va dire, du mouvement gay moderne. Là, il y a une vraie cassure, il y a une vraie rupture. C'est l'éruption d'une forme de revendication qui était déjà sortez de nos bars, quoi. Vous n'avez rien à y faire. Stonewall, c'est prendre la rue d'assaut. C'est poser son identité, comme on dit en anglais, out there, c'est-à-dire la poser là, et forcer les autres à s'adapter à ce que vous êtes. Stonewall devient le symbole qui marquera l'histoire. Un jour où des homosexuels ont refusé de rester cachés et se sont emparés de l'espace public. Happy Pride! Ce sont aussi les émeutes de Stonewall qui sont commémorées chaque année dans le monde entier par les spectaculaires Gay Pride arc-en-ciel. La mythologie voudrait que c'est aussi parce que Judy Garland était décédée quelques jours plus tôt qu'il y avait une tension au sein des communautés homosexuelles particulières et donc ça aurait favorisé le mouvement de révolte à Stonewall. Ça a été justement la goutte d'eau, quoi. C'est-à-dire les drag queens qui étaient là, on se dit non mais attendez, là on sort juste de l'enterrement de Judy Garland et vous venez nous faire chier encore dans notre bar. Enough is enough, quoi, ça suffit. Et bon, est-ce que c'est une légende? Peut-être. Rien n'atteste de cette théorie. Mais reste une légende qui a son charme grâce au symbole de l'arc-en-ciel, chanté par Judy Garland, icône gay ultime, et qui deviendra le drapeau d'une nouvelle communauté déterminée à s'émanciper. Comme le raconte la chanson de Dorothy dans Le Magicien d'Oz, quelque part de l'autre côté de l'arc-en-ciel, le ciel est bleu, et les rêves dont on ose rêver deviennent réalité.